11 octobre 1989. Un chasseur supersonique syrien MiG-23 franchit la frontière israélienne à 1600 km/h, volant à seulement 15 mètres d'altitude. Dans le cockpit, le major Mohamed Bassem Adel vient d'accomplir l'impensable. Déserter avec la technologie militaire soviétique la plus avancée du Moyen-Orient. Dans les heures qui suivent, cet acte unique déclenchera une crise diplomatique qui humiliera le KGB et bouleversera l'équilibre de la puissance aérienne régionale. Le 11 octobre 1989, sur la base aérienne de Damas-Mézé, le major Mohamed Bassem Adel effectue les vérifications d'usage avant sa mission de patrouille. Cet officier de 32 ans, diplômé de l'Académie militaire de Homs, pilote le MiG-23 MLD 11 octobre 1989. Un chasseur supersonique syrien MiG-23 franchit la frontière israélienne à 1600 km/h, volant à seulement 15 mètres d'altitude. Dans le cockpit, le major Mohamed Bassem Adel vient d'accomplir l'impensable. Déserter avec la technologie militaire soviétique la plus avancée du Moyen-Orient. Dans les heures qui suivent, cet acte unique déclenchera une crise diplomatique qui humiliera le KGB et bouleversera l'équilibre de la puissance aérienne régionale. Le 11 octobre 1989, sur la base aérienne de Damas-Mézé, le major Mohamed Bassem Adel effectue les vérifications d'usage avant sa mission de patrouille. Cet officier de 32 ans, diplômé de l'Académie militaire de Homs, pilote le MiG-23 MLD immatriculé 2786, un intercepteur tout-temps capable d'atteindre Mach 2,35. À ses côtés, des conseillers soviétiques surveillent chaque mouvement. Depuis 1973, l'Union soviétique maintient une présence militaire stricte en Syrie, contrôlant non seulement l'entraînement, mais aussi les missions opérationnelles. Les pilotes arabes volent sous surveillance constante, leurs itinéraires préétablis, leurs communications enregistrées. Ce matin-là, la température au sol atteint déjà 28 degrés Celsius. Adel revêt son casque ZH5, ajuste son masque à oxygène et monte dans le cockpit. Le MiG-23 MLD représente l'une des versions les plus avancées de cette famille d'appareils, équipé du radar Sapphire 23 MLA2, capable de détecter des cibles à 65 km et d'en suivre 10 simultanément. Son moteur Tumansky R35-300 développe 12 500 kg de poussée avec post-combustion. L'armement comprend un canon GH-23L de 23 mm et des points d'emport pour missiles RR, R-23 et R-24. À 10h37 heure locale, le contrôle aérien de Mézé autorise le décollage. Le MiG s'élance sur la piste de 3000 mètres, accélère et quitte le sol syrien. La mission prévoit une patrouille de routine le long de la frontière avec le Liban, secteur nord. Pendant 23 minutes, Adel suit scrupuleusement le plan de vol. Les communications radio demeurent normales. Rien n'indique ce qui va suivre. Mais dans l'esprit du major syrien, une décision mûrit depuis des mois. Les tensions internes au sein de la force aérienne arabe syrienne s'intensifient. Les purges politiques touchent même les officiers supérieurs. Les privilèges accordés aux conseillers soviétiques créent des ressentiments profonds. Adel observe comment les instructeurs russes traitent les pilotes arabes avec condescendance, comment les technologies les plus sensibles leur restent interdites, comment chaque vol est surveillé comme si les Syriens eux-mêmes constituaient une menace. À 10h59, sans avertissement radio, le major Adel vire brutalement son appareil vers l'ouest. L'angle d'inclinaison atteint 90 degrés. Les forces G plaquent le pilote contre son siège. Le nez du MiG pointe maintenant vers la vallée de la Beka, puis vers la frontière israélienne distante de 92 km. Dans le cockpit, aucune évitation. Le manche est fermement tenu, la manette des gaz pousse le Tumansky à pleine puissance militaire. Les contrôleurs syriens détectent immédiatement l'anomalie. Les appels radio se multiplient, d'abord interrogatifs, puis impératifs. Aucune réponse. Le major Adel coupe toutes les communications. Son transpondeur IFF continue d'émettre des codes amis, ce qui retarde la compréhension complète de la situation. Pendant 90 secondes critiques, les défenses syriennes hésitent. Tirer sur un appareil émettant des codes d'identification nationaux constitue une décision grave. Ces secondes d'indécision permettent au MiG de franchir la ligne rouge. Le chasseur descend maintenant en vol rasant à 15 mètres au-dessus du relief montagneux libanais.
À cette altitude, les radars de surveillance perdent temporairement la trace. Le pilote navigue à vue, suivant les vallées, contournant les crêtes. Le moteur rugit dans l'air dense. Les arbres défilent sous le ventre de l'appareil. Chaque seconde le rapproche de la frontière israélienne, chaque seconde rend le retour aussi impossible. Commentez avec le mot « défection » si vous trouvez cette histoire incroyable. Et n'oubliez pas de vous abonner à l'Énigme militaire pour découvrir les secrets les mieux gardés de l'histoire militaire. Activez la cloche pour ne rien manquer. 11h02. Les radars de défense aérienne jordaniens captent un écho non identifié traversant l'espace aérien libanais à très basse altitude, cap 270, vitesse estimée 1400 km/h. L'information est immédiatement transmise aux Israéliens dans le cadre des accords de coopération sécuritaire tacites. Au centre de commandement de la défense aérienne israélienne, près de Tel Aviv, les écrans s'illuminent. Un appareil rapide, volant très bas, se dirige droit vers la frontière nord. Le protocole d'interception est activé. 2 F-16C Bloc 30 de l'escadron 101, basé à Ramat David, reçoivent l'ordre de Scramble. Les pilotes, le capitaine Yair et le lieutenant Moshe, courent vers leurs appareils déjà en alerte. Moins de 4 minutes après l'alerte, les 2 Fighting Falcon décollent en post-combustion, grimpant à 15 000 pieds pour gagner l'avantage tactique. Leur radar APG-66 balaie le secteur nord. L'objectif ? Identifier l'intrus et, si nécessaire, l'abattre avant qu'il ne pénètre l'espace aérien israélien. Mais le MiG-23 maintient son vol rasant avec une précision remarquable. À 120 km/h au-dessus de la vitesse normale de sécurité pour cette altitude, Adel pilote comme un homme qui n'a plus rien à perdre. Les ailes à géométrie variable du MiG sont en position intermédiaire, 28 degrés de flash, compromis optimal entre vitesse et maniabilité à basse altitude. Le pilote syrien connaît son appareil parfaitement. Chaque vibration, chaque réponse des commandes lui est familière. 11h04. Le MiG franchit la frontière israélienne au niveau de Metula, village le plus septentrional d'Israël. Les systèmes de défense aérien israéliens, pourtant réputés parmi les plus sophistiqués au monde, sont pris au dépourvu. Les batteries de missiles Hawk déployées dans le secteur ne peuvent acquérir une cible aussi basse volant aussi vite. Les radars de surveillance continue perdent le contact pendant de précieuses secondes à cause de la topographie montagneuse. Dans le cockpit du MiG-23, le major Adel sait qu'il joue sa vie. Il ne connaît pas les procédures israéliennes de défection. Il ne sait pas si les Israéliens le prendront pour un kamikaze ou comprendront ses intentions. Sa seule option, communiquer. Il change de fréquence radio, passant sur la fréquence d'urgence internationale 121,5 MHz. En anglais hésitant, avec un fort accent arabe, il répète plusieurs fois le même message. Israeli Control, Syrian Pilot, Defection, Request Landing, No Attack. Les contrôleurs israéliens captent la transmission. La surprise est totale. Pendant 45 secondes, personne ne répond. Les officiers supérieurs sont contactés en urgence. Une décision doit être prise immédiatement. Le chasseur se rapproche de zones densément peuplées. À cette vitesse, s'il s'agit d'une attaque suicide, les dégâts seraient considérables. Mais la transmission radio répétée, le ton désespéré du pilote, le vol contrôlé vers l'intérieur du pays plutôt que vers des cibles stratégiques suggèrent une défection authentique. 11h06. L'autorisation est donnée. Un contrôleur israélien, parlant anglais avec un accent américain, entre en contact. Syrian Pilot, you are cleared to land. Proceed Ramat David Air Base. Heading 180. Reduce speed. Les 2 F-16 reçoivent l'ordre de former une escorte plutôt qu'une interception hostile. Ils descendent rapidement, se positionnant de chaque côté du MiG-23 à une distance respectueuse mais menaçante. Leurs missiles AIM-9 Sidewinder sont armés, prêts à tirer à la moindre manœuvre suspecte. Le major Adel réduit les gaz progressivement. Son cœur bat à tout rompre, ses mains tremblent légèrement sur le manche. Il vient de franchir le point de non-retour. Derrière lui, la Syrie, où sa famille vit encore, où ses collègues le considéreront comme traître, où le régime d'Assad prononcera certainement une sentence de mort. Devant lui, l'inconnu total. Il ignore comment les Israéliens le traiteront, s'ils l'emprisonneront, s'ils utiliseront sa défection à des fins de propagande. 11h09. La base aérienne de Ramat David apparaît à l'horizon. Les pistes sont dégagées en urgence. Des véhicules de Fombier et ambulances sont positionnés. Des tireurs d'élite se déploient discrètement. Le MiG-23 effectue son approche finale, sortant son train d'héritage, réduisant encore sa vitesse. Les ailes passent en position maximale d'extension, 72 degrés vers l'arrière. À 180 km/h, les roues touchent le béton israélien. Les freins sont actionnés violemment. L'appareil s'immodélise après 800 mètres de roulage.
Immédiatement, une douzaine de véhicules militaires israéliens entourent le MiG. Des soldats en armes prennent position. Un escalier mobile est approché rapidement du cockpit. Le major Adel, épuisé, ouvre la verrière, lève les mains bien visibles au-dessus de sa tête. Il descend lentement et immédiatement plaqué au sol, menotté. Mais aucune brutalité. Les soldats israéliens agissent professionnellement. Dans les minutes qui suivent, Adel est transféré dans un véhicule blindé et conduit vers un lieu sécurisé pour interrogatoire. 40 minutes après l'atterrissage, le MiG-23 MLD numéro de série 2786 est remorqué dans un hangar fermé de la base de Ramat David. Des bâches sont immédiatement déployées pour dissimuler l'appareil aux satellites de reconnaissance soviétiques qui passeront au-dessus d'Israël dans les prochaines heures. Pour la force aérienne israélienne, ce chasseur représente une opportunité extraordinaire. Contrairement au MiG-21 obtenu lors de l'opération Diamond en 1966 ou au MiG-23 MS et MF capturés aux Égyptiens et Syriens lors des conflits précédents, cet appareil est une version MLD, la plus avancée jamais exportée par l'Union soviétique au Moyen-Orient. Vous appréciez ce contenu? Partagez cette vidéo et abonnez-vous à l'énigme militaire pour ne manquer aucune révélation historique. Les ingénieurs de l'IAF commencent immédiatement l'évaluation détaillée. Le MiG-23 MLD se distingue des versions antérieures par plusieurs améliorations majeures. Le radar Sapphire 23 MLA-2 possède des capacités de poursuite et d'engagement accrues. Les contre-mesures électroniques intégrées dans le système Pastel sont plus sophistiquées que tout ce qu'Israël a pu étudier précédemment. L'ordinateur de bord numérique remplace les systèmes analogiques des versions plus anciennes. Les sièges éjectables Zvezda K36DM offrent une capacité d'éjection à altitude zéro et vitesse nulle, technologie que les Occidentaux commencent seulement à maîtriser. Pendant 3 semaines, l'appareil est démonté méthodiquement. Chaque composant est photographié, mesuré, analysé. Les alliages métalliques de la structure sont testés pour déterminer leur résistance aux contraintes thermiques et mécaniques. Les circuits électroniques sont cartographiés. Les logiciels embarqués sont extraits et décompilés. Les ingénieurs israéliens découvrent des solutions techniques élégantes, mais aussi des compromis révélateurs de l'approche soviétique en matière de conception aéronautique. Robustesse et simplicité de maintenance privilégiées au détriment de l'optimisation absolue des performances. Le 3 novembre 1989, 23 jours après la défection, le MiG-23 est remonté et préparé pour les essais en vol. Le colonel Rafi, pilote d'essai israélien avec plus de 4000 heures sur chasseur, sera le premier à piloter l'appareil dans le ciel israélien. Le vol inaugural dure 52 minutes. Rafi teste les différentes configurations d'ailes, les régimes de vitesse, les taux de montée, les caractéristiques de décrochage. Son rapport initial est mitigé. L'appareil est puissant et rapide en ligne droite, mais la maniabilité est inférieure aux F-16 et F-15. Les commandes sont lourdes, les transitions de régime de vol demandent de l'anticipation. Les semaines suivantes, des simulations de combat aérien sont organisées. Le MiG-23 s'affronte des F-16C et de F-15A dans des engagements contrôlés. Les résultats confirment les analyses tactiques israéliennes. Dans un combat tournoyant à moyenne altitude, le MiG-23 perd rapidement son avantage énergétique face aux chasseurs américains. Cependant, en interception pure, lançant ses missiles R-24 à longue portée avant de désengager à haute vitesse, l'appareil soviétique reste dangereux. Ces informations sont capitales pour affiner les tactiques de combat des pilotes israéliens. L'analyse du radar Sapphire révèle des vulnérabilités critiques. Sa résistance aux contre-mesures électroniques est limitée. Des brouilleurs spécifiques peuvent saturer ses circuits de traitement. La portée réelle, en environnement de guerre électronique intense, est significativement réduite par rapport aux spécifications théoriques. Ces faiblesses expliquent pourquoi, lors des combats aériens précédents, les MiG syriens ont souvent été surpris par des F-15 et F-16 israéliens apparemment invisibles jusqu'au dernier moment. En décembre 1989, les données complètes sont partagées avec les États-Unis dans le cadre des accords de coopération militaire. Des experts américains de Wright-Patterson Air Base arrivent en Israël pour examiner l'appareil. L'US Air Force possède déjà quelques MiG-23 obtenus par divers canaux, mais cette version MLD apporte des informations nouvelles. Les Américains sont particulièrement intéressés par les contre-mesures électroniques et les missiles R-24 présents à bord.
Ces données alimenteront le développement de systèmes de guerre électronique de nouvelle génération pour les chasseurs de l'OTAN. Le MiG-23 numéro 2786 ne retournera jamais en Syrie. Après les tests opérationnels, l'appareil est conservé par l'IAF pour l'entraînement des pilotes contre les tactiques soviétiques. Pendant plusieurs années, il vole régulièrement, peint aux couleurs israéliennes superposées aux insignes syriens. Témoignage visible de son origine. Les pilotes israéliens apprennent à exploiter ses faiblesses, à anticiper ses manœuvres caractéristiques, à reconnaître ses signatures radar et infrarouges. Le 11 octobre 1989, à 16h30, heure de Moscou, les lignes sécurisées du KGB s'illuminent. Le message du résident à Damas est lapidaire. MiG-23 MLD disparu. Pilote présumé défection vers Israël. Confirmation attendue. Au siège de la Loubianka, place Dzerzhinsky, l'information remonte immédiatement jusqu'aux plus hauts échelons du service de renseignement soviétique. Pour le directeur Vladimir Kryuchkov, nommé depuis seulement 1 an, cette nouvelle est désastreuse. L'URSS traverse une période de bouleversement profond. Mikhail Gorbatchev, secrétaire général du Parti communiste, poursuit ses politiques de glasnost et de perestroïka. Les républiques satellites manifestent des velléités d'indépendance. Le mur de Berlin vient de tomber 3 semaines plus tôt. Dans ce contexte de fragilisation du bloc soviétique, la défection d'un pilote syrien avec un chasseur de pointe constitue non seulement une catastrophe de renseignement, mais aussi un désastre symbolique. Si même les alliés arabes, équipés et formés par Moscou, préfèrent fuir vers l'ouest, quel message cela envoie-t-il au monde? Dans les premières heures, le KGB tente de minimiser l'incident. Des agents interrogent les collègues du major Adel, fouillent son domicile à Damas, analysent ses communications récentes. Aucun signe précurseur n'avait été détecté. Aucun contact avec des services occidentaux n'est identifié. Aucune dette financière significative, aucun problème conjugal majeur, aucun désaccord politique ouvert. Le profil psychologique du pilote semblait stable. Cette absence totale d'indicateurs rend la défection encore plus troublante pour les services de renseignement soviétiques. Le 12 octobre, l'ambassadeur soviétique à Tel Aviv reçoit instruction de contacter immédiatement le gouvernement israélien pour exiger la restitution de l'appareil et du pilote. La démarche est formelle, protocole obligatoire dans ces situations, mais personne au Kremlin n'entretient d'illusions sur le résultat. Israël n'a jamais restitué de matériel militaire obtenu par défection ou capture. Le ministre des Affaires étrangères israélien, Moshe Arens, reçoit l'ambassadeur soviétique avec une courtoisie glaciale. La réponse est prévisible. Israël examinera la demande conformément au droit international, mais le major Adel a demandé l'asile politique et l'appareil fait l'objet d'investigations de sécurité. À Damas, le régime d'Assad réagit d'abord par le déni. Pendant 48 heures, les autorités syriennes ne reconnaissent aucune perte d'appareil. Les médias officiels restent silencieux. Mais l'information fuite rapidement dans les milieux militaires et diplomatiques. Le 14 octobre, Radio Damas admet finalement qu'un pilote a trahi la patrie et déserté vers l'entité sioniste. Aucun détail n'est fourni sur le type d'appareil, les circonstances précises ou l'identité complète du traître. La famille du major Adel est immédiatement placée sous surveillance. Ses biens sont confisqués, son nom est effacé des registres officiels. Pour l'Union soviétique, les implications dépassent largement la perte d'un seul appareil. Les conseillers militaires soviétiques en Syrie sont soumis à une enquête interne sévère. Comment un pilote a pu décoller, dévier de sa mission et franchir la frontière sans être intercepté? Pourquoi les systèmes de contrôle et de surveillance n'ont-ils pas fonctionné? Les réponses révèlent des failles systémiques, excès de confiance dans la loyauté des alliés arabes, protocole de sécurité insuffisant, délai de réaction trop long dans la chaîne de commandement syrienne. Le général Efimov, responsable des conseillers militaires soviétiques au Moyen-Orient, est rappelé à Moscou pour rendre des comptes. Plusieurs officiers supérieurs sont rétrogradés ou mutés vers des postes sans responsabilité opérationnelle. Le Politburo ordonne une révision complète des procédures de sécurité pour tous les équipements militaires exportés. Les nouvelles directives imposent des systèmes de contrôle plus stricts, des formations de sécurité renforcées et des dispositifs techniques empêchant l'utilisation non autorisée des appareils. Mais le mal est fait. Dans les capitales occidentales, l'incident est exploité politiquement et médiatiquement.
Les journaux américains et européens publient des articles détaillés sur la nouvelle fuite de brins soviétiques, comparant la défection du pilote syrien aux nombreux transfuges intellectuels, scientifiques et artistiques ayant quitté l'URSS au fil des décennies. Pour Washington, cet événement renforce l'argument que même les alliés du bloc soviétique reconnaissent la supériorité du modèle occidental. L'humiliation du KGB est d'autant plus cuisante que l'agence de renseignement n'a absolument rien vu venir. Aucun signal d'alerte, aucun rapport anticipant cette défection. Pour une organisation qui se targue de surveiller chaque mouvement suspect à travers le monde, cette cécité totale constitue un échec professionnel majeur. Des têtes rouleront dans les mois suivants, des carrières seront brisées, des budgets seront questionnés. La défection du major Adel s'ajoute à la longue liste des revers soviétiques de cette année 1989, année qui marquera le début de la fin de l'Union soviétique. 35 ans après les faits, le MiG-23 MLD numéro de série 2786 occupe une place d'honneur au musée de la force aérienne israélienne situé sur la base de Hatzerim dans le désert du Negev. L'appareil est exposé à quelques mètres seulement du célèbre MiG-21 numéro 007 obtenu lors de l'opération Diamond en 1966 quand le Mossad avait convaincu un pilote irakien de déserter. Ensemble, ces deux chasseurs racontent une histoire fascinante, celle des failles humaines dans les systèmes militaires les plus rigides. Les conséquences stratégiques de la défection du major Adel se révèlent progressivement dans les années suivantes. Les données techniques collectées sur le MiG-23 MLD permettent aux ingénieurs occidentaux d'affiner les systèmes de contre-mesures électroniques. Les missiles RR développés dans les années 1990 intègrent des contre-mesures spécifiques au radar de la famille Sapphire. Les tactiques de combat aérien de l'OTAN sont ajustées pour exploiter les faiblesses identifiées lors des tests israéliens. Chaque combat aérien impliquant des MiG-23 lors des conflits ultérieurs bénéficie indirectement de ces connaissances. Pour Israël, l'acquisition de cet appareil renforce la réputation de supériorité technologique et de renseignement de l'IAF. Les pilotes israéliens, ayant pu voler contre et dans le MiG-23, développent une confiance accrue lors des confrontations réelles. Psychologiquement, savoir exactement comment l'adversaire pense, comment son radar fonctionne, quelles sont ses limitations, confère un avantage décisif. Cette connaissance intime de l'ennemi potentiel justifie l'investissement massif dans les programmes d'évaluation d'appareils étrangers. Le major Mohamed Bassem Adel, quant à lui, disparaît rapidement de la scène publique. Après son interrogatoire initial, qui dure plusieurs semaines, il reçoit l'asile politique en Israël. Les services de renseignement israéliens exploitent ses connaissances sur les procédures opérationnelles syriennes, les bases aériennes, les protocoles de commandement, la structure de commandement. Ensuite, pour sa sécurité, son identité est changée. Il bénéficie d'une relocalisation discrète, probablement vers un pays occidental ami d'Israël. Sa famille reste en Syrie, coupée de tout contact, subissant les conséquences de sa trahison selon les standards du régime d'Assad. L'histoire du vol 2786 enseigne plusieurs leçons critiques sur la nature de la loyauté militaire et les limites de la surveillance. Premièrement, aucun système de contrôle, aussi sophistiqué soit-il, ne peut garantir à 100% contre la décision individuelle d'un acteur déterminé. Deuxièmement, les relations entre puissances tutélaires et États clients comportent toujours des fragilités. Les soviétiques traitaient leurs alliés arabes avec condescendance, créant des ressentiments qui facilitaient les défections. Troisièmement, la supériorité technologique ne compense jamais totalement les failles humaines et organisationnelles. Dans les académies militaires, cet incident est étudié comme cas d'école en matière de sécurité opérationnelle. Comment un pilote de routine, sans comportement suspect préalable, peut-il soudain décider de déserter ? Les experts en psychologie militaire analysent les facteurs de stress, l'accumulation de frustrations professionnelles, l'impact des pressions politiques, les opportunités perçues. Les conclusions soulignent l'importance de la culture organisationnelle, du respect mutuel entre alliés et de la vigilance constante même envers les éléments apparemment fiables. Pour les pays opérant encore des MiG-23 en 2025, principalement des nations africaines et quelques États du Moyen-Orient, l'appareil reste un symbole ambigu.
Techniquement dépassé face aux chasseurs de 4e et 5e génération, il conserve néanmoins une valeur opérationnelle pour des missions de police aérienne et d'interception basiques. Mais chaque pilote montant à bord d'un MiG-23 connaît désormais son histoire, sait que ses secrets ont été percés il y a des décennies, que ses faiblesses sont documentées dans les manuels adverses. Le 11 octobre 2024, 35 ans jour pour jour après la défection, le musée de l'IAF organise une cérémonie spéciale. Des vétérans de la force aérienne, des ingénieurs ayant participé à l'évaluation de l'appareil, des historiens militaires se rassemblent devant le MiG-23. Aucun représentant syrien n'est présent, évidemment. Aucune réconciliation n'est envisageable. Mais l'événement rappelle comment un seul acte individuel, 7 minutes de vol transgressif, peut influer sur l'équilibre des forces, humilier une superpuissance et entrer définitivement dans l'histoire militaire comme l'une des défections les plus significatives de la guerre froide. L'appareil numéro 2786 demeure là, silencieux témoin métallique d'un moment où courage, désespoir et opportunisme se sont conjugués pour créer un tournant historique. Ses ailes repliées, sa verrière fermée, son moteur éteint pour toujours, il incarne la victoire de l'intelligence sur le secret, de l'individu sur le système, de la liberté de choix sur la contrainte idéologique. Le major Adel, où qu'il soit aujourd'hui, sait que son nom restera gravé dans les annales de l'aviation militaire comme l'homme qui a osé l'impensable et y a réussi. Quelle est votre opinion sur cette incroyable défection? Pensez-vous que le major Adel a fait le bon choix? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette histoire vous a fasciné, abonnez-vous immédiatement à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres secrets militaires extraordinaires. Activez la cloche des notifications et likez cette vidéo pour soutenir notre recherche historique. Nous vous attendons dans la prochaine enquête.